c'est parti, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, je pense, assez attendue, parce que la dernière, pour parler de Frigom, c'était il y a un an à peu près. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Axel, le cofondateur de Frig, mon associé sur cette startup. C'est pas qu'une startup, c'est une vision qu'on va achever jusqu'au bout. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc merci d'être là. Merci à toi d'être là et d'avoir un super flow Merci. direct. Donc au lieu de faire un podcast un peu boring, de dire les avancées, etc., je pense qu'il faut direct commencer. Pour toi, quelle serait la vision finale de Frigom? Imagine, on est en 2030, tu es un particulier, tu arrives dans l'écosystème Frigom pour montrer un peu l'étendue de l'écosystème et la vision finale. On aime bien prendre l'exemple de Apple qui fait un truc tout en un. C'est peut-être pas le moins cher, c'est peut-être pas les meilleurs specs, mais ça marche. Il y a énormément de monde qui l'utilise. Donc comment tu vois un peu Frigom en 2030? Ouais, c'est une super question. Question. Tu l'as fait anglais-français. Ouais, anglais-français. Ouais, juste avant, j'ai fait en anglais. Excusez-moi, les amis, je suis pas Jean-Claude Van Damme. Alors, ouais, non, c'est une très bonne question. En fait, c'est vrai que Apple, c'est un peu la référence en termes d'écosystème qui marche bien, quoi. C'est-à-dire, tu as un iPhone, tu veux t'envoyer une photo, tu l'envoies sur ton ordi comme ça en un clic, en fait. Et nous, c'est un petit peu ce qu'on cherche à faire, en fin de compte. Donc, d'abord, là, on a Frig Liquid, qui est un protocole DeFi sur Ethereum et en cross-chain qu'on déploie. Ensuite, on a notre hardware, la Frigbox, qui est déployée directement chez les gens. Et la troisième étape, et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour 2030, c'est tout cet écosystème de BOT, donc c'est les objets connectés, non pas à Internet, mais à la blockchain directement, ce qui permet donc d'avoir une sécurité et une transparence au niveau des données utilisées directement. Donc, la vision de 2030, c'est tu rentres chez toi, ta baraque, elle est intelligente. Donc, elle s'adapte directement à toi. Il y a un AGI qui est dans ta Frigbox et qui gère les BOT et qui apprend de ton environnement. Petit exemple, admettons, voilà, tu vas bosser à 9h du mat, tu te lèves, donc il y a une alarme, une Frig alarme, j'en sais rien, c'est pas rigoler, mais tu as une alarme qui sonne directement, 7h32, parce qu'il a détecté que tu allais te coucher à minuit et que toi, en général, tu as besoin de 7 heures de sommeil. 7h32, ça te réveille, ça ouvre les volets, machin. Tu sors, tu as ton café qui est en train de couler, tu as une sorte de Alexa bis qui est en train d'envoyer des news parce que elle connaît ton centre d'intérêt. Et en fait, tout ça, ça fonctionne en décentralisé et sécurisé grâce à notre infrastructure physique qui a été déployée dans le monde. C'est ça la vision Frig Home, je dirais. Yes. Et pour pas faire peur forcément, parce que aujourd'hui on a de moins en moins, vu qu'il y a l'IA qui apparaît, etc. Mais avant, je me rappelle la peur de ouais, ma maison elle va fermer ma porte toute seule ou elle va m'enfermer, ou alors même le fait que Alexa, on va dire, utilise potentiellement tes données sur la revente ou on ne sait quoi. Le but de le faire en décentralisé avec des blockchains privées, parce que tu es de suite rentré dans les mots très techniques, et on va essayer de C'est faire vrai. light. En gros, on peut le faire tout ça via des blockchains privées, donc ça veut dire que tes datas, tu les possèdes vraiment et tu décides quoi en faire. Donc si tu veux garder au sein de ton foyer, tu vas pouvoir le faire. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit lien de Frig, parce que beaucoup ont la question de c'est quoi ce nom Frig, Frigom, etc. Donc Frig, c'est la déesse dans la mythologie nord, du Nord. Et c'est la déesse, alors de plusieurs choses, mais globalement la déesse du foyer. Elle sécurise le foyer et aussi elle aime, on va dire, créer une richesse familiale. Donc sécurité par rapport au BOT, IoT et par rapport à l'argent, où le but de Frigom, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux personnes qui détiennent leurs data et qui choisissent de louer, entre guillemets, leurs ressources informatiques avec notre petit boîtier. Donc juste pour faire un petit récap sur ce que tu as dit, mais plus simple. Pourquoi on aime bien apparenter à l'écosystème Apple? Parce qu'il y a trois couches. On a le hardware, on a le software et on a la couche application. Apple, c'est quoi? On a du hardware, on a le téléphone, on a iOS, qui est le software, et on a des applications qui sont développées directement par Apple. Mais Apple laisse une partie open source, entre guillemets, en permettant à d'autres développeurs de développer leur propre application. Nous, c'est exactement le même principe, mais au lieu que ça soit sur un téléphone, c'est plus sur le côté Internet, blockchain, tu as ton wallet, tu utilises des applications qui marchent, et tu peux aussi développer toi-même des applications sur notre écosystème. Donc je pense que ça fait un bon résumé de 2030.
où est-ce qu'on sera, comment marchera Freegum sur ces différentes couches. Très clair, très clair. Donc, je vais m'introduire un petit peu plus aujourd'hui ce que je fais chez Freegum parce que c'est hyper passionnant, Mais tu sais hyper quoi? challengeant. Laisse-moi te poser la question. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais chez Freegum? Bonne question. Je fais beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'écosystème startup, c'est jamais forcément un poste très fixe et on doit être multitâche parce que tant qu'il n'y a pas, on n'a pas forcément une taille d'entreprise grande, eh bien, on doit tout faire. Du coup, j'aime bien dire la partie CPO et CFO. Donc, CPO, c'est pour la partie chef produit et CFO, plus le côté finance. C'est un petit peu ma formation de base. Je viens de ce côté analyse financière de société. De toute façon, quand tu fais de la DeFi, t'es un peu entre les deux, quoi. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est marrant parce qu'on a ce côté plus conventionnel où j'ai fait une formation master analyse financière. Et il y a l'autre côté DeFi où c'est très borderline. Enfin, moi, j'ai fait pas mal d'argent au dernier bull run avant de perdre une bonne partie. Mais c'était vraiment DeFi à PancakeSwap. Il y avait du 10 000% à PY, mais ça tenait quelques jours. Donc, tu gagnais au final que 10% sur 2 jours, mais c'était déjà bien. Ouais. Et donc, ouais, j'ai réussi à allier, on va dire, cette partie DeFi où j'ai une grosse expertise, cette partie startup, donc à entreprendre dans la DeFi, la blockchain, etc. Donc, toi, avec le CTO, plus sur le côté plus tech, hardware, etc., vision, et moi, plus sur le côté vraiment très particulier, l'utilisateur final, comment il fait pour se sentir bien à utiliser nos services. Donc, c'est un peu ça le rôle d'un chef de produit, lier la tech, la recherche et développement qu'on a mené depuis plusieurs années, et cette partie client final, est-ce qu'il va utiliser notre produit? Parce que c'est cool d'avoir un truc génial, mais il faut l'utiliser, quoi. Donc, je vais faire un petit aparté sur qu'est-ce qui nous guide, parce qu'on est sur un projet hyper ambitieux, sur du hardware, potentiellement pas qu'un seul hardware. On est amené à faire aussi des objets connectés. Donc, tout à l'heure, tu as parlé d'IoT, BOT. Juste pour clarifier, les IoT, c'est Internet of Things. Donc, c'est les objets connectés à Internet. Et les BOT, c'est les objets blockchainés, comme dirait notre CTO, ou C'est les vrai. objets connectés avec une blockchain, d'une certaine façon. Donc, en fait, on sécurise encore plus l'objet connecté, au lieu d'être sur Internet, il est via une blockchain. Donc, on est guidé par une vision. Et en fait, je trouve que c'est une force incroyable parce que chaque problématique qu'on rencontre, on ne se dit pas, OK, ça, on ne va pas le faire. On se dit, OK, est-ce qu'il y a un partenaire qui peut nous aider? Il y a oui ou non. Si c'est oui, on apprend de lui et lui apprend de nous. On bosse ensemble. Mais potentiellement, à terme, on peut l'intégrer dans notre solution, lui il peut nous intégrer. Donc on peut trouver des synergies, mais c'est pas en mode, on veut faire du restacking sur Ether, ok, ça marche, mais le restacking sur Bitcoin, ça marche pas. C'est non, on a un problème, et bien on va creuser une solution. Et je pense que c'est vraiment la force de notre équipe, où on se met pas de barrière, et c'est en mode problème, on y va. Solution. C'est ça. Et du coup, cette vision et cette force, c'est un guide, ton père, qui nous l'a éduqué, donné. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et comment lui, il a réussi à construire cette vision step by step? Moi, j'ai toujours l'idée en tête, on l'explique jamais parce que c'est trop technique, mais c'est en mode, OK, il y a des problèmes sur des serveurs connectés, je vais faire ça. Et au final, il arrive à créer un écosystème immense. Donc, comment il arrive, il a pu avoir une vision et créer cette vision énorme. Ouais, alors c'est vrai que mon père, donc du coup, c'est vraiment c'est notre prophète, on va dire. Hein. C'est celui Ouais. qui a initié le tout. Moi, j'ai assisté au tout début. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais je crois que la première fois qu'il a commencé à mentionner cette idée de se reconnecter, c'était en 2019. Il a fait d'énormes recherches. 2021, il a déposé un brevet international. Et début 2023, toi ainsi que le CTO sommes rentrés. On a commencé à collaborer ensemble, à ramener toute cette équipe d'Avengers pour en 2024 faire notre première levée de fonds et donc avoir fait des avancées fulgurantes en l'espace de quelques mois en fin de compte. Et mon père m'a laissé évidemment de grandes leçons en privé et en business, mais je dirais qu'en business, l'une de ses grandes forces, c'est son obsession. C'est-à-dire que quand il a une idée en tête, je peux te dire, il n'a pas au cul, comme on dit. et vraiment, cette détermination, cette force de caractère, de prouver qu'il a raison dans un système qui dicte à tort, c'est très inspirant. Et je pense que... alors,
peut-être vous l'avez pas compris, mon père est décédé en fait. J'en ai oublié de le dire, mais voilà, c'est pour ça que notre entreprise c'est bien plus qu'une entreprise froide entre guillemets. Elle est animée par un esprit qui est l'esprit de mon père en fin de compte. Et évidemment, et même Elliot était proche avec mon père parce qu'on a fait des voyages ensemble, etc. Des voyages business, on a vécu des galères, on a vécu des réussites, etc. Et voilà, et en fait, mon père, comme tu sais, a une force de caractère et pour lui enlever une idée qu'il avait, c'était compliqué, mais quand on lui prouvait qu'on avait raison, il le faisait toujours. Et ça, je pense que c'est cet état d'esprit qu'il a donné à toute l'équipe. Donc, si on reprend comment est-ce qu'on a créé tout cet écosystème de Freegum, en fait, c'est parti d'une serrure connectée en 2019 où il était là. Bon, ben ok, j'ai vu les serrures connectées, Asablo et compagnie, qui sont des leaders mondiaux. Et c'est de la mouise. Il me dit, moi, je peux faire mieux. Je dis, mais papa, comment tu vas faire? T'inquiète. Ok. Quelques temps plus tard, moi, j'avais déjà fait des transactions Bitcoin à l'époque, mais je comprenais pas très bien ce que c'était. Et je découvre le monde du Web3. Je vais le voir, je fais, papa, le Web3, les cryptos, c'est quand même vachement cool. Et il me fait, vas-y, explique-moi, fils. Je l'explique. Et là, il me dit, allez, let's go. Je sais exactement comment je vais faire pour me différencier. Je vais prendre ces serrures connectées, je vais la brancher à blockchain et je vais créer un réseau. Ah bah, ok, c'était vachement en avance comme vision. À partir de là, on a commencé à itérer avec toi, avec Bertrand, etc. Bertrand qui est le CTO. Et on a vu, en fait, on a complété tout cet écosystème qui, à la base, c'est une serrure connectée, puis après, c'est une serrure connectée plus un serveur. Et maintenant, c'est protocole DeFi avec des applications décentralisées, la couche hardware et la couche... en fait, toutes les couches dont tu as parlé, tout simplement. Et voilà de comment on est parti de cet objet-là à aujourd'hui, ville intelligente. Bon, ça fait longtemps qu'il veut le faire, mais tout cet écosystème, en fin de compte. Oui. Et alors, ceux qui suivent un peu le projet de plus ou moins loin, j'ai déjà eu des questions parce que je suis au contact, on va dire, du end-user et exactement quelles sont les attentes du marché aussi. C'est en gros, dans une boîte tech, il y a une R&D qui est faite, donc qui a été initiée le plus tôt, c'était vers 2019 qu'il avait commencé à travailler dessus. Ouais. Il a tout développé sur fonds propres, que ce soit des brevets, etc. Et puis, en effet, moi, quand j'ai rejoint le projet, c'était infrastructure Internet, un lien avec la blockchain, mais il n'y avait pas forcément cette dimension de produit final. Et du coup, mon rôle à moi, ça a été, OK, on a cette R&D qui est maturée depuis 2-3 ans. Comment on fait pour l'utiliser et faire en sorte que les clients vont utiliser, vont vouloir venir. Et du coup, ça a été très challengeant de brainstormer, de parler de tout et de rien à plein de potentiels partenaires. Et voilà, aujourd'hui, on arrive sur ce qu'on disait au début, ce fameux écosystème en mode Apple, un truc qui est clean, simple. Donc, tu as parlé un petit peu de stacking, de hardware, etc. Quand on en parle, c'est complexe. Quand on le vend, c'est simple. Mais le but, là, c'est de rentrer un petit peu dans les détails sur ce podcast. Donc, on va y aller petit à petit. Mais voilà, quand on le vend, c'est très simple. Le but, c'est que tu as un petit boîtier, tu le branches chez toi, tu génères des revenus passifs. Tu n'as pas besoin de savoir d'où ça vient. C'est comme Internet. L'apparition d'Internet, comme tu aimes bien le dire, je ne sais pas si tu veux le raconter. Voilà. Je vais reposer cette question. Est-ce que tu sais comment Internet a fait pour avoir une adoption de masse? Oh, je sais pas. Je sais pas. Je l'ai répété. Ouais, il est bon joueur. Eh bien, plein de gens pourraient penser que c'est par l'utilité, la librairie d'informations, etc. Mais ce n'est pas par ça, parce que ça existait avant l'adoption de masse, évidemment. Ça s'est passé par quelque chose de physique, quelque chose de tangible. Et c'est quoi? La box Internet. Eh bien, nous sommes la box blockchainée. Très bien résumé. Du coup, si je reviens au produit final, on va dire sur 2026, c'est j'achète ma box, je branche chez moi. J'ai pas besoin de comprendre ce qu'est la blockchain, mais je vais l'utiliser sans le savoir. Je vais gagner des revenus passifs. Et derrière, si je veux aller un peu plus loin, je peux utiliser un wallet directement en mode cold wallet sur ce serveur. Je peux connecter des objets connectés. Alors pareil, aujourd'hui, dans mon entourage, moi, je ne connais pas forcément, en tout cas, par exemple, au sein de ma famille, je ne connais pas beaucoup qui utilisent des objets connectés. Par contre, les mecs un peu geeks, ouais. Mais je pense que ça va venir.
Au moins, tu vois, sur la télé. La télé, on n'y pense pas, mais ça devient intelligent. Oui. Mais on le conscientise pas forcément. Bah, nous, le but, c'est ça. Petit boîtier, tu le branches, tu gagnes de l'argent, tu peux connecter des trucs, ça marche. Et si tu veux creuser encore plus, tu vas comprendre que la technologie, c'est un truc de fou. Donc, c'est un peu ça la vision finale. Du coup, si on arrive un petit peu à parler de la roadmap, est-ce qu'on peut faire un point où on en est? Et voilà, clairement, des personnes qui veulent suivre le projet aujourd'hui en 2025, à quoi ils peuvent s'attendre potentiellement? Ouais, bien sûr. Donc, on a fait notre levée de fonds l'année dernière, notre seed round. On a fait énormément de R&D. Donc, on avait commencé avant et on a mis les bouchées doubles, on va dire, l'année dernière. Et là, cette année, c'est bon, on a fait notre R&D et on est prêt à déployer tout simplement de manière publique notre premier produit qui est Free Liquid. Free Liquid, c'est un protocole DeFi sur Ethereum et ses rollups qui permettent donc en fait de manager ton portefeuille de manière beaucoup plus facile. Donc on traque tout ce qui est rendement, on te permet de faire du swapping, donc tu vois, tu es sur Lido, tu vois que c'est à 3%, tu as un autre concurrent, je sais pas, Coinbase qui a 3,2, hop, tu peux échanger et comme ça tu gagnes, tu es toujours positionné au maximum. Et après tu peux restacker pour gagner encore plus derrière. Nous on permet d'éliminer tous ces 5 dashboards, tous ces transferts, tous ces wraps, tous ces machins. T'es chez nous, t'as un dashboard qui est centralisé, mais ça t'appartient, ce n'est pas centralisé. C'est décentralisé dans le back-end. Et en fait, tu peux optimiser ton portefeuille et tes rendements. Donc gagner plus d'argent. Ça, c'est ce qu'on va sortir très bientôt. Dans, il me semble, quelques semaines, en fait. On fait ce qu'on appelle la bêta privée. C'est-à-dire que vous pourrez potentiellement, si vous voulez participer à notre projet, nous aider, communiquer avec nous, parce qu'en fait, on va également avoir un Discord privé pour les bêta-testeurs. Tu dis trop d'infos, là. Oh C'est une alpha pour ceux qui vont regarder. Bon, j'arrête là, mais en gros, il va y avoir des invitations pour, en avant-première, si vous voulez tester. Et voilà, il y aura des récompenses avec les bien évidemment. Donc ça, c'est pour 2025. Et ensuite, concernant ce fameux boîtier que tout le monde attend, au final? Eh bien, on prévoit de le sortir en 2026. Donc là, on a un prototype qui est fonctionnel. Et en 2026, eh bien, il y aura de la production de masse et on pourra le livrer directement chez vous. Donc, ce sera un nombre limité de box. On ne peut pas avoir un stock illimité directement. Donc, il y aura des batchs au début. Et ensuite, vous pourrez le commander. Donc, soyez early. Voilà. Soyez updaté. Comme ça, vous pourrez faire partie des premiers batchs et profiter de l'écosystème en avant-première. Ok, merci pour ce récap. On reviendra sur le produit un petit peu plus tard. Là, j'ai envie de parler de la team. Donc, je vais faire un petit point, on va dire, sur les gros pôles qu'il y a, parce que moi, c'est un petit peu mon domaine aussi, cette partie startup, et j'aime bien apporter de la valeur dessus. Donc, en tout cas, pour nous, qui est une boîte hardware, on fait aussi du software, on fait une infrastructure, on fait beaucoup de choses. Donc, on va dire qu'on a une team sur la partie marketing qui touche très bien au design, à la communication sur les réseaux, la gestion des réseaux orientés en fonction de ce qu'on déploie. Là, aujourd'hui, on déploie sur le Web3. À terme, la box, comme on l'a dit, c'est un moyen d'acquisition pour monsieur tout le monde qui n'a pas besoin de comprendre la blockchain, qui veut juste gagner de l'argent en plus et potentiellement sécuriser des objets connectés et participer à un réseau et une décentralisation totale. Donc voilà, on a cette partie marketing. On a une partie, je pense, technique qui est la plus grosse au final. On a des personnes qui sont sur le hardware, d'autres personnes qui sont sur le software. Et puis, une team un peu plus, une team légale, qui est quand même assez importante sur la partie Web3 et hardware. Parce que hardware, on est en plein dedans sur la partie supply chain, logistique. On va avoir beaucoup de contraintes à gérer. C'est challengeant. Il n'y a pas de barrière. Les barrières, on les défonce, mais il faut juste les passer step by step. Et du coup, sur ma partie à moi, plus produit, c'est comment on fait pour parler à une communauté et faire en sorte que la communauté aime notre produit. On est d'accord jusque-là. On est d'accord. Bon, pour faire un peu d'engouement, est-ce que tu peux nous parler des advisors, notamment un qui nous a aidé sur différents sujets blockchain,
qui est cité dans le white paper de Bitcoin. Toi, tu vas envoyer les noms croustillants d'un coup, hein. Ok, ok. Donc là, il fait référence à Jean-Jacques Kiskater, qui est, voilà, notre CTO a évidemment communiqué avec lui plusieurs fois. Nous avons fait un call d'ailleurs à l'époque quand on l'a on-board, entre guillemets. Et Jean-Jacques, oui, c'est quelqu'un qui est évidemment très pertinent et qui a été cité, comme tu l'as dit, dans le white paper du Bitcoin. Ouais. Bah, il y a 8 personnes. Tu fais white paper Bitcoin Google, tu as 8 personnes et je crois que c'est le premier. Ouais, oui, c'est le premier, ouais. Ouais, et donc, il est, vous verrez là, je crois que c'est Gigi Kiskater, un truc comme ça. Donc, il est chez nous. Ensuite, il y a Louis Pouzin. Alors, c'est un monsieur qui est honorable parce qu'il a grandement participé à l'Internet moderne. Notamment, il a créé le datagramme. Donc, c'est quand même quelque chose d'absolument incroyable quand je dis ça. C'est un peu comme, pour ceux qui ne sont pas trop techniques, c'est un peu comme si je parlais de créer l'électricité, quoi. Enfin, quelque chose de similaire, en gros. Ensuite, il y a John Day. John Day, qui est donc le cofondateur d'un projet qui s'appelle Rina. Rina, qui est vastement utilisé dans la blockchain Cardano. Il y a également l'Arménie qui essaie d'implémenter ce réseau chez eux, d'un point de vue national. Donc, c'est une sorte d'équivalent à des protocoles Internet, en fait. Et il y a également... Moi, je pense qu'on a fait le tour. Attends. Quelques-uns de temps en temps qui nous aident. Il y avait quelques... Ouais, il y a mathématicien. Il y a Bill Buchanan qui a été décoré par la reine d'Angleterre. Ouais. Et il y a Jeremy Cohen qui est donc un influenceur, un peu plus que ça, qui est un advisor, influenceur, consultant, machin, dans le Web3 et qui est très pertinent et qui nous aide sur la partie opérationnelle. Et je reviens un petit peu sur cette partie Rina. Alors, c'est sûr qu'on n'en parle pas beaucoup. Ça fait partie de notre recherche et développement. Ça fait partie de notre secret sauce. Mais en gros, il faut comprendre que c'est un peu, pour vulgariser, aujourd'hui, Internet, c'est l'infrastructure du TCP/IP. Donc, IP pour adresse IP. Là, généralement, ça parle un petit peu plus aux gens. Donc, globalement, c'est comme si c'était une route de campagne parce qu'elle a été créée et déployée dans les années 80, donc 1980. Donc, ça fait 45 ans qu'elle a été créée, entre guillemets. Et depuis 45 ans, en fait, cette route de campagne, elle n'a pas évolué. Sauf que les voitures qui transitent dessus, elles ont évolué. Donc, rien qu'avec du streaming, de la vidéo qui transite sur Internet, tout le monde utilise Internet aujourd'hui, plus les blockchains qui sont construites dessus, ça fait que ça bouchonne, quoi. C'est compliqué. Et du coup, Rina, c'est, on va dire, l'autoroute d'Internet. Donc, c'est pour un peu vulgariser ça, mais pour vous montrer un peu l'ampleur de notre recherche et de notre produit final. Mais bien sûr, ça ne sera pas... le client final n'a pas besoin de comprendre ça. Le but, c'est que nous, ça fonctionne extrêmement bien. On n'a pas parlé forcément, mais aussi on a une dimension pense quantique sur notre propre blockchain. Évidemment, ouais. Évidemment. Évidemment, tout le monde le sait. Non, t'as raison. Et tu m'avais dit un truc un jour et t'avais vachement raison. C'est donc en fait, on a cette blockchain post-quantique, quantum resistant, qui résiste à l'ordinateur quantique. Voilà, si vous voulez. Et c'est vrai qu'on était là, on était en mode OK, ça interconnecte les box, ça interconnecte avec les BOT, etc. Et c'est une blockchain qui est vachement performante et qui apporte un nouveau paradigme, en fait, directement à cet univers. Et toi, tu étais venu me voir et tu m'avais dit, moi, j'aimerais que ce soit la blockchain qui connecte les objets. Et j'ai trouvé ça un positionnement et un placement super pertinent parce que mais c'était un de nos advisors qui nous disait ça, John Day, quand on l'avait eu en call. Il nous disait, le mec qui a eu l'idée de connecter des objets Internet devrait être viré. Parce qu'en fait, c'est pas safe. Et nous, notre blockchain pourra permettre, d'un point de vue hyper safe, de connecter des objets. Parce que le truc avec l'IoT, Internet of Things, c'est que tout devient un ordinateur. Donc, tu as cette télé, qui est une Smart TV, ça devient un ordi. Ta Tesla, c'est un ordi, en fait. Tesla, c'est compliqué d'hacker, parce que Elon Musk, il n'est pas fou, il a foutu les meilleurs ingénieurs pour faire en sorte que personne puisse hacker ta Tesla, tu vois. Donc, en fait, ce qui coûte le plus cher dans une Tesla, ce n'est pas de produire la carcasse avec les roues, c'est de produire le software qui résiste, en fait. Et donc, je pense que c'est là la pertinence de notre blockchain, c'est que, ouais, il y a des transactions qui coûtent beaucoup, beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus rapide, il y a plein de features de malade, et c'est pas que du software également, par rapport aux autres blockchains qui pourraient exister, c'est également sur le niveau hardware. Dans notre hardware, on a des puces, dans notre Brickbox, on a des puces qui hébergent cette
cette blockchain quantum resistant ou post-quantique, peu importe. Et on pourra connecter des objets et tu ne pourras pas te faire hacker ta porte chez toi ou ta caméra, peu importe. Quoi. Donc ça, c'est un des plus gros problèmes. C'est concrètement, c'est si j'ai une serrure connectée, est-ce que quelqu'un peut rentrer chez moi? Et aujourd'hui, vu qu'une serrure connectée, c'est un IoT, donc c'est un objet connecté à Internet, Internet est hackable, et ensuite, ça dépend de la serrure, à quel point il y a des sécurités dessus. Mais si on rajoute une blockchain sur Internet, ça reste OK, la blockchain, elle peut être top, mais si Internet, la couche support de cette blockchain, ça reste une route de campagne hackable, ça procure encore des problèmes. Par contre, si cette route, on arrive à la changer, qu'elle soit beaucoup plus sécurisée, plus fiable, etc., qu'on met une blockchain dessus, là alors, on devient encore plus résistant. Et si on arrive à le crypter d'une certaine façon pour que ça devienne post-quantique, là, c'est le combo gagnant. Et c'est un peu la finale vision de Freegum. Ouais. Et du coup, tout ça, cette partie très technique, en fait, c'est grâce aux travaux de ton père qu'il a fait avec ses advisors qui nous ont énormément aidés sur cette partie et qui va être implémentée petit à petit en fonction du déploiement de notre infrastructure et de notre écosystème par la suite. Donc pour terminer sur la team, j'aimerais faire une petite dédicace à notre CTO Bertrand qui fait quand même un travail incroyable et je l'admire énormément parce que dès qu'il y a une problématique, c'est OK. Là, je mets 2 gars à moi dessus pendant une semaine et on trouve une solution. Et c'est tout le temps ça. Et du coup, on trouve tout le temps des solutions, tout le temps des problématiques. Et concrètement, par exemple, sur le routage de pools de tokens sur la blockchain ERC, sur la blockchain Ethereum, quand tu fais de l'agrégation, en fait, tu te rends compte que ceux qui se disent open source, en fait, ils le sont pas. Ils utilisent des routes partenaires et ça, ils le disent pas. Donc, ils t'offrent pas la meilleure route. Ils t'offrent la route du mec avec qui ils ont signé. Enfin, il y a que des trucs comme ça qu'on se rend compte. On pense que le Web3, c'est open source, décentralisé, mais ça l'est pas du tout. La plupart des boîtes, elles savent pas faire de chiffre d'affaires. Et ce qu'elles font, là, on a vu encore un projet tout à l'heure, sans le citer, c'est en gros, c'est un projet, peu importe, c'est une sorte de DEX, donc d'échange décentralisé. En fait, il s'était mis sur une blockchain layer 2 qui était très hypée il y a 2 ans. Je crois qu'elle avait grossi à plus de peut-être 5 ou 10 milliards de TVL. Donc, ce projet avait développé, au final, c'est un SaaS, c'est un software avec un smart contract pour faire un échange décentralisé sur cette blockchain. Et aujourd'hui, je retombe sur le compte Twitter. Et au final, elle a changé de blockchain. Et le problème de tous ces projets startup Web3, parce que c'est un petit peu mon dada de regarder tout ça. En fait, vraiment, la partie recherche et développement qu'ils font, c'est juste un software, un smart contract qui copie-colle en fonction des hypes de marché. Et c'est ça le problème des layer 1, des layer 2. C'est que c'est la course au TPS, donc à la scalabilité des transactions par seconde. Mais en fait, une fois que cette blockchain a levé des fonds, elle les dépense en marketing, elle fait des campagnes marketing avec des airdrops, etc. Les gens arrivent, il y a de la hype pendant 6 mois, ils montent à 1, 5, 10 milliards de TVL, et puis 6 mois après, il n'y a plus rien. Et du coup, tous les projets qui étaient dessus, qui ont un software, hop, je copie-colle sur la dernière blockchain à la mode. Donc, concrètement, c'est de la spéculation. Oui, on peut faire de l'argent en tant que particulier, mais d'un point de vue avancé technologique, en fait, on commence vraiment à tourner en rond sur la blockchain. Il n'y a pas d'innovation. C'est un business de levée de fonds, en fait. C'est vraiment les mecs, ils sont là, ils vont chercher de la grant. On peut avoir 100 000 là, on peut avoir 200 000 là-bas. Et ouais, c'est ce qu'on disait en off. Les mecs sont juste là, en mode pur opportuniste et pas du tout en mode on fait une différence. C'est ça. C'est le problème. Et du coup, grâce à Bertrand, dès qu'on voit une problématique ou un truc incohérent, en fait, on va mettre les mains dans le cambouis, on va comprendre, on va apprendre à le faire. Et le but, c'est qu'on arrive à le faire nous-mêmes, qu'on ait cet écosystème, on sache tout faire. C'est step by step. Et c'est pour ça qu'on commence d'abord par une application décentralisée qui permet de swapper tes crypto-monnaies, échanger tes crypto-monnaies, de faire du stacking, donc de gagner du rendement sur tes cryptos. Donc, principalement Ethereum, on commence, mais tous nos travaux s'appuient sur, bien sûr, toutes les blockchains, on les a pris en compte. La plupart des tokens, on les a pris en compte. La plupart des méthodes de stacking, on va dire, on les a pris en compte. Et en fait, c'est des travaux qu'on fait en back-end et que petit à petit, on va release si c'est intéressant en fonction du marché. Mais voilà, c'est vraiment en mode, il y a trop de boîtes startup Web3 qui juste lèvent des fonds,
je sais pas comment ils les utilisent, marketing, ok. Ouais. Ils font juste un SaaS et un smart contract, mais derrière, t'as pas d'innovation. Et du coup, ça tourne en rond. Ouais. C'est dommage parce que je pense vraiment que dans le Web3, dans le blockchain, dans la cryptographie, etc., il y a vraiment des très belles technologies qui peuvent apporter des grandes différences. Et je pense que l'innovation, c'est pas si compliqué. C'est vrai qu'on a tendance à mystifier ce truc-là en disant ouais, j'ai besoin d'avoir l'idée, j'ai besoin d'avoir les connaissances et tout. Alors que si tu regardes du ZK, par exemple, Zero Knowledge, c'est une tech qui date des années 80. Ils l'ont foutu en blockchain et maintenant, voilà, c'est ZK, c'est l'avenir, machin. Ouais, Ouais. ça fait 40 ans que ça existe, tu vois. Et pourtant, c'est utile. Hein. Je dis pas que c'est pas utile. Tu vois, TCP/IP, on en a parlé, ça fait des années, des dizaines d'années que ça existe. Et pourtant, on s'en sert toujours parce que, bon, il y a des problèmes, mais ça marche quand même, tu vois. Donc, je pense que l'innovation, si elle n'était pas que faite par des opportunistes, alors obligé qu'il y ait des opportunistes qui font de l'innovation parce que c'est le marché aussi, mais je pense vraiment que l'innovation en soi peut être faite en symbiose avec des profits. Donc, les mecs, ils sont là juste en mode cash grab rapide, ok, pendant un an on fait ça, après on va ailleurs sur notre blockchain qui paye mieux. C'est un peu débile selon moi, mais après chacun a son business model et chacun a ses motivations évidemment. Ouais, carrément. Pour revenir un petit peu sur la partie produit, donc globalement on a 3 couches, la partie hardware, la partie software et la partie application, qui est vraiment là pour le final, l'utilisateur final. Il y a cette dimension qu'il faut bien comprendre, c'est la plupart des projets, généralement, ils ont un bon réseau. Ils arrivent à lever énormément d'argent. Donc là, je parle des blockchains top 1 tiers, les layer 1, les layer 2, mais qui sont backés par plein de mecs. Ouais, truc simple, j'ai plus son nom en tête, mais le fondeur un des cofondeurs de Vitalik a créé Polkadot ensuite. Tu vois. Et en fait, c'est tout le temps ça. Il y a un fondeur qui crée un projet avec d'autres personnes. Ils y arrivent à bien lever des fonds, à se rémunérer ou je ne sais quoi. 2-3 ans après, en fait, il va tout simplement utiliser sa personne pour créer un autre protocole, un autre blockchain, et relever des fonds. Mais le truc, c'est qu'il crée juste c'est même pas des infrastructures. Notre CTO dirait c'est pas des infras. Mais dans le langage, on va dire Web3, on utilise infra pour un peu tout et rien dire. Pareil pour protocole. Mais globalement, il crée un projet qui n'a pas d'utilité, plus sur une vision. Donc, ok, c'est un peu le taf des startups, hein, c'est créer quelque chose sur une vision, sur le long terme. Mais du coup, il n'y a jamais d'utilité. Et même quand c'est live, donc on l'a vu sur tous les layers 2, pour en citer, je sais pas, il y a Arbitrum. Bon, Arbitrum, ça marche encore pas mal. Il y a pas mal d'activités. Optimism, un peu moins. Blast, par exemple, Blast a fait un buzz de malade. Aujourd'hui, la TVL, bien sûr qu'elle est redescendue. Berachain, là, très récemment. Berachain, on voit que la TVL, ça baisse à fond parce que on y va, il y a de l'incentive, tu vas dessus, mais après, il n'y a plus rien. Au bout de 3 mois, tu as eu ton airdrop, tes tokens, tu t'es fait niquer et tu pars ailleurs, quoi. Donc, au final, il n'y a pas d'utilité pour l'utilisateur final, à part pour les opportunistes. Donc oui, tu as les opportunistes qui viennent, tu arrives à lever, tu as des KPI, ça marche, mais tu recommences l'année d'après, quoi. Donc nous, le but, c'est de d'abord créer l'utilité avec notre application qui est Free Liquid. Donc là, globalement, tu veux gagner du rendement sur tes Ethereum, tu viens chez nous. Soit tu peux aller... En fait, on va t'offrir le choix, justement. Le but, notre positionnement, c'est d'être blockchain agnostique et même, j'ai envie de dire, opportunité agnostique, parce qu'on montre, justement, on commence à travailler avec des validateurs de Proof of Stake sur Ethereum sous forme de preuve de dépôt qui s'appellent des Liquid Staking Tokens, des LST. Le but, en fait, c'est de montrer une sorte de leaderboard. Tiens, tu as le choix de stacker et d'avoir des rendements sur tes Ethereum, mais peut-être que y en a certains qui vont être plus rentables, sans en citer. Mais du coup, on crée d'abord l'utilité en mode, voilà, tu as une overview, tu n'as pas à aller chercher à droite, à gauche, tu as une overview ici, tu peux échanger instantanément, c'est liquide, tu peux gagner du rendement sur tes Ethereum de suite, et tu peux choisir ton stacking, celui que tu veux, quoi. Donc on te laisse le choix. Et c'est de cette façon qu'on crée d'abord l'utilité. En gros, tu sais pas comment gagner de l'argent sur Ethereum, les faire travailler, tu viens chez nous, on t'explique. Il y a un côté aussi éducatif, sous système de quête, etc., où on a beaucoup travaillé, donc ça va sortir aussi pour ce côté éducatif. Mais le but, c'est que tu n'as pas besoin de comprendre et tu vas générer tes rendements dessus. Si on rentre dans les détails,
On va parler de stacking, de restacking, de sécurisation d'AVS, et ça sur différentes blockchains. Un peu sur Solana, ça arrive, mais en ce moment, c'est beaucoup sur Bitcoin où on parle de restacking. Alors, c'est des notions où, en fait, le Bitcoin, il va être restacké sur la blockchain Ethereum, mais il y a quelques projets qui ont réussi à faire une technologie où c'est natif sur Bitcoin. On ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais voilà, tout ça pour dire que on construit d'abord l'utilité de générer du rendement sur tes Ethereum dans un premier temps. Et ensuite, on crée le hardware et ensuite l'infrastructure. Et en fait, c'est sur cette infrastructure où nous, on va générer beaucoup de chiffre d'affaires et on va pouvoir redistribuer en rendement. Donc en fait, les early adopters du hardware, il y aura des avantages pour les premiers, bien sûr, mais en fait, ça va être exponentiel. Bien sûr. À l'inverse de tous les projets d'Epine, donc je rappelle, un projet d'Epine, c'est... infrastructure physique décentralisée de réseau. Ouais, attends, je suis traduit, quoi. Google Trad, je suis. Donc ouais, en gros, c'est quand on dit d'Epine sur le marché crypto, c'est des petits boîtiers. C'est un truc hardware, physique, qui te permet de partager quelque chose, de la data, et d'avoir un rendement. Sauf que la plupart, et je crois que j'en connais même pas un, où les revenus ont été exponentiels. Généralement, les revenus, c'est plutôt dégressif. Parce qu'en fait, comment il fonctionne ? J'ai un projet d'Epine, je fais du hardware, je share de la data, et je dois payer mes utilisateurs. Donc, le projet va lever des fonds. Une fois qu'il a levé des fonds, eh bien, il a de la trésorerie avec son token ou avec sa trésorerie fiat, peu importe, et il va distribuer ce token ou l'émettre, peu importe, donc ça peut faire de l'inflation ou distribution du token, peu importe. Mais du coup, les gens récupèrent ce token, bien sûr qu'ils vont le vendre. Donc au final, tu as une courbe décroissante comme ça, qui nuit de 1 à ton image et de 2 à tes utilisateurs qui t'ont fait confiance au début, qui ont peut-être acheté ton boîtier 1000 balles. Le premier mois, ils ont gagné peut-être 50 €, ils étaient contents. Le deuxième mois, ils sont à 20. Et au bout de 6 mois, ils sont à 50 centimes par mois. Donc au final, alors certes, il n'y a pas de promesse en Web3, il n'y a pas de promesse sur les gains, il n'y a jamais de perte possible, etc. Mais on s'attend potentiellement à ce qu'un projet d'Epine qui se déploie, donc du coup Frigom est un projet d'Epine, DeFi, on fait beaucoup de choses, on a un écosystème. Un projet tech, quoi. C'est ça. Mais en gros, une fois qu'on a déjà une application qui fonctionne, ensuite on fait ce hardware. Ce hardware, il va déjà générer des revenus de par notre application. Et ensuite, une fois que l'infrastructure se déploie, sans même parler des villes connectées, etc., c'est là où nous, on fait du chiffre d'affaires et on peut redistribuer de la valeur. On crée d'abord la valeur et on la redistribue. À l'inverse de beaucoup de projets qui redistribuent uniquement de la valeur en n'en créant pas, donc ils sont obligés de faire de l'inflation sous forme de token généralement. Et j'aimerais rebondir sur ça, c'est intéressant parce que pour les gens qui ne savent pas, le levier le plus puissant dans la tech pour se faire adopter, donc pour exploser ta valeur d'entreprise, c'est l'effet de réseau, en fait. Oui. Et ces projets d'Epine qui commencent à avoir de l'inertie, à avoir un effet de réseau, en fait, on se rend compte que c'est juste un Ponzi. Donc, je ne vais pas citer. Vous allez voir le YouTuber qui s'appelle CoffeeZilla a fait des vidéos sur un réseau qui vaut 10 milliards, mais qui fait que 15 000 de chiffre d'affaires par an. Donc, je vous laisse regarder qui c'est. Moi, je ne dis pas. Voilà, donc c'est assez marrant de voir qu'en fait, c'est pas sustainable, alors que dans le Web3, un autre levier qui est très commun dans le Web3 pour exploser le projet, en fait, c'est d'aligner les incentives avec la communauté. Oui, complètement. Et du coup, pour résumer, c'est on crée la valeur de départ avec notre application, la première. On crée une adoption en rendant les blockchains tangibles avec ce boîtier hardware. Tu t'achètes, tu utilises la blockchain, mais tu n'as pas besoin de le savoir. Tu génères des rendements. Et ensuite, la finalité, avec notre infrastructure, on sécurise ce réseau, on augmente la partie chiffre d'affaires, sans parler de tout ce qu'il y a autour, mais IoT, infrastructure, etc., qui va être fait. Et du coup, ça sécurise le réseau en incentivant encore plus les premiers, les early adopters, on va dire, et la partie hardware qui va se déployer encore plus. Donc, c'est un peu cette fameuse roue d'inertie où on lance l'application, ensuite le hardware, et ensuite, ça part et ça retourne à l'infini, quoi. C'est en anglais flywheel, en français. Ouais. Je sais pas comment prédire en français, roue volante, quoi. Non, roue d'inertie. Roue d'inertie, c'est mieux que roue volante. Hein. Ça, c'est clair. Yes.
Du coup, bon, je peux continuer un petit peu sur la partie Frig Liquid pour ceux qui veulent rentrer un petit peu plus dans le détail. En plus, c'est le prochain produit, donc si vous voulez Ouais. essayer, les amis, il faut écouter ce que cet homme a à dire. C'est ça. Donc, pour reprendre un petit peu ce qu'on a dit avec la vision de ton père, c'était, voilà, il s'est rendu compte que les serrures connectées étaient éclatées. Mhm. Internet s'était éclaté. Comment faire pour que ça marche? Ok, on va faire une blockchain privée. Ok, mais ça peut être hackable, donc post-quantique. Ok, sur l'autoroute RINA, pour résumer. Et du coup, nous, c'est un peu le même principe où on crée une application Web3 et à chaque fois, on trouve des problématiques et à chaque fois, on essaye de les résoudre. Grossièrement, la première problématique, c'est que quand tu stacks des Ethereum sur un validateur, généralement, en tout cas aujourd'hui, tu obtiens une preuve de dépôt, ce qu'on appelle un liquid stacking token, pour te dire, voilà, tu as X parts, alors c'est pas réellement ça, mais peu importe, tu as X parts du validateur, et du coup, le LST, le liquid stacking token, va augmenter par rapport à la valeur de l'Ethereum. Donc si tu as un Ethereum, tu achètes un LST, alors la plupart, ils sont plus à 1 du coup, vu qu'ils ont augmenté, mais voilà, dans un an, au lieu que ça soit égal 1 pour 1, ça va peut-être être un Ethereum égal, enfin à l'inverse, 1.05 de ce LST égale plus de l'Ethereum. Enfin bref, l'inverse. Mais bref, le liquid stacking token va prendre en valeur face à l'Ethereum. Sauf que le problème qu'on s'est rendu compte, c'est que quand tu veux sortir de ta position, quand tu veux récupérer ton Ethereum natif, eh bien, soit tu passes par le protocole directement et tu vas faire unstake. Mais quand tu fais unstake, globalement, alors aujourd'hui il y a d'autres solutions, mais soit tu vas attendre 2 semaines parce que c'est la durée de blocage des validateurs qu'ils imposent pour que leur business tourne et qu'ils ne soient pas en difficulté, puisqu'il y a tout ce qui est le slash, etc. Donc soit tu attends 2 semaines, soit tu peux récupérer instantanément, mais tu vas peut-être payer 1% de frais par ce protocole. Il y a d'autres protocoles où, je crois que j'en ai vu un où en gros tu as peut-être 1 semaine de délai, mais tu as quand même 0,01% de fees. Alors c'est pas énorme, mais sur 3% annuel, Ça se fait chier. c'est quand même c'est un peu chiant. Ouais. Et du coup, les autres solutions, ça marche pas tout le temps. Ça dépend de ton liquid stacking token, à quel point il est gros en termes de total value lock. Eh bien, tu vas faire un swap directement sur un DEX, Uniswap, le plus connu. Mais en fait, il faut que ce DEX, donc Uniswap, possède des pools de LST. Donc, si tu as du ST Ethereum, le LST de Lido, c'est pas trop un souci. Tu échanges contre l'Ethereum, il y a beaucoup de liquidités, c'est pas trop un souci. Par contre, si tu vas sur des trucs exotiques, genre le FRX ETH, il est pas mal. Non, j'ai le cité aussi. Je sais pas, en tête, j'ai Swell ETH, mais pareil, il est pas mal. Enfin bref, il y en a des moins connus avec moins de TVL et que peut-être le protocole n'a pas mis en place aussi une pool de liquidité. Donc, c'est des users qui ont mis en place cette pool de liquidité, mais du coup, c'est pas officiel. C'est pas grave si c'est pas officiel. Mais juste, du coup, il va y avoir moins de liquidité dedans. Donc, s'il y a que, je sais pas, 50 000 de TVL sur une pool de liquidité sur ton LST un peu exotique, quand tu vas sortir de ta position, tu vas te prendre un slippage de malade et tu vas peut-être perdre 1-2%. Donc, si tu gagnes 3% annuel et que tu perds 2, c'est problématique. Donc, nous, on résout ce premier problème qui est l'agrégation de LST pour avoir la meilleure route sans tricher. Parce que beaucoup d'agrégateurs trichent aussi à redispatcher sur la route de leur partenaire ou je ne sais quoi. Ouais. Donc, nous, le but, c'est d'offrir la meilleure route pour entrer ou sortir de ta position de LST, qui, je le rappelle, est une solution liquide pour générer du rendement sur tes Ethereum. Donc, ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, ça, c'est un petit peu plus tard, mais on travaille beaucoup sur l'unification des blockchains, on peut dire, sur le cross-chain. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les liquidités sont fragmentées, et on le voit d'autant plus avec des L1, des L2 qui apparaissent. Je sais pas, tu veux bridge de l'Ethereum vers de l'Arbitrum, ça va prendre 15 minutes, quoi. Ouais. Donc c'est pas... Ah, t'es pas patient, toi. Ouais, mais tu vois, ça veut bien dire qu'il y a un problème. Oui, pour l'adoption de masse, c'est compliqué. Ouais. C'est relou, tu sais, genre. Revolut, tu prends ton Revolut, t'as ton Revolut, j'ai mon Revolut, je t'envoie 15 balles, tu les reçois Toi, t'es maintenant. visionnaire, toi. T'es déjà en 2030. Voilà, je suis déjà en 2030, les amis, on apporte... On croit chez Frigom à l'omni-chain, les amis. Ouais. Donc, c'est ça, c'est arriver à une solution unifiée, omni-chain, cross-chain, qui fonctionne et où tu n'as pas besoin de dire « Ok, mon LST,
il est sur Optimism, donc il faut que je le rabatte sur Ethereum, mais du coup, peut-être je me prends un frais de bridge parce que dans ce sens, il n'y a pas assez de liquidité, mais dans l'autre, oui. Du coup, le but, voilà, c'est d'agréger des liquid stacking tokens cross-chain et potentiellement bien plus que seulement les LST, pour pas forcément trop en dire pour l'instant. Donc ça, c'était qu'un problème. Je crois que j'ai parlé beaucoup sur ce premier problème. C'est un problème important. Ouais. Deuxième problème, c'est la complexité des produits DeFi. Faire du stacking. Ça, je pense, c'est encore plus gros problème, je pense. Ouais, après, le client final, il se dit pas. Enfin, en fait, il comprend pas tout ça, donc il va jamais aller dessus. C'est pour ça. Et c'est le problème. Un plus gros problème. Ouais, c'est le problème de la même finance traditionnelle, où en gros. T'arrives sur Interactive Broker déjà. Je veux dire. Du coup, personne n'y va. Donc, tu vas sur des brokers scammy et tu perds ton argent. Sur eToro. Ou tu te prends des frais et voilà. Ils te prennent des filles upfront de malade. Ouais. C'est exactement le problème en finance classique où ton banquier il va te dire achète ça parce qu'il a des commissions dessus. Si tu t'éduques un peu, tu vas comprendre que tu peux le faire toi-même. Achète le CAC 40. DCA CAC 40. T'es down de combien là? Ça fait 5 ans que je suis down. Je comprends pas. Non, mais c'est normal, c'est des crises. T'inquiète. Donc, ouais, en fait, plus tu vas te former, plus tu vas comprendre et tu vas accéder à des placements entre guillemets corrects. Donc, les placements les plus optimisés en tout cas sur du Ethereum natif, c'est ce qu'on appelle le restacking. Donc, on a l'Ethereum natif, donc le token normal. On peut le stacker. On peut avoir une preuve de dépôt qui s'appelle le Liquid Stacking Token pour faire autre chose avec ce stacking. Et on a ensuite le restacking. Du coup, c'est comme si je stackais une fois et une deuxième fois. En fait, on va sécuriser ce qu'on appelle des AVS, des side chains, des oracles. En fait, on va sécuriser des blockchains qui peuvent ne pas avoir de token encore. Enfin bref, on va sécuriser d'autres trucs en gardant notre Ethereum sur le L1 Ethereum, mais en sécurisant d'autres choses potentielles qui vont soit te payer en token par la suite, je crois qu'il y en a quelques-uns qui commencent à payer en token, ou soit qui te payent en points futurs. Enfin bref, ce délire de restacking, c'est hyper complexe. Ouais. Et du coup, le mec qui arrive en crypto, Coinbase, je stack mes Ethereum, Coinbase, ils se prennent 25%. Le mec qui digue un peu plus, il va faire, ok, je vais stacker sur Lido, ils me prennent 10%, ok. Tiens, je découvre Free Liquid, encore plus rentable. Et puis, tiens, je m'éduque encore, il y a du restacking, mais franchement, le restacking, ça reste complexe. Donc nous, le but, c'est qu'en un clic, tu peux accéder à un meilleur rendement. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Si tu veux savoir pourquoi, bien sûr, tu as de la documentation et tu peux. Mais voilà, aujourd'hui, tous les protocoles de restacking, tu as 4 lignes. Ouais, il faut que je choisisse mon validateur, mon AVS. Est-ce que je gagne des tokens Engen, des points ou du symbiotique? Ah, mais là, j'ai un x15. C'est incompréhensible, le truc. Ouais, les gens, ils veulent pas ça. Faut que ce soit abstrait, quoi. Faut que ce soit tangible, entre guillemets. Tu vois, tu parlais d'un truc tout à l'heure qui était vachement pertinent, où tu comparais les L2 qui, eux, en fait, font de l'infra. Et en fait, après quelques mois, quelques années, ça redescend. Il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de télé, etc. Parce que les mecs ont fait une infra, en fait. Comparé à, par exemple, on prend Abstract, on voit à travers le temps, en fait, il y a de plus en plus de users sur Abstract, il y a de plus en plus de streams, il y a de plus en plus de trucs. Donc les mecs ont créé une utilité à décentraliser, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que je pense que ce que tu dis est complètement correct. Il faut que ça soit simple à utiliser. Putain, les gens, ils n'ont pas besoin de savoir validateur mon cul pour faire machin. Non, ils veulent avoir des stratégies, par exemple, pour les plus avancés et pour les plus novices, juste cliquer sur un bouton et c'est bon, quoi. C'est ça. Ouais, c'est le deuxième problème. Je passe rapidement sur le 3 et 4. Allez. Ce qu'on remarque, ça, on l'a déjà dit, les liquidités fragmentées sur différents L2. Tu vas 6 mois sur Blast, puis 6 mois sur Berachain, et à chaque fois, tu dois changer. Donc, au final, toutes ces boîtes crypto Web3, elles sont fortes en acquisition, mais en rétention, c'est 0. Nous, c'est rétention first, et ensuite l'acquisition. Donc, d'abord l'utilité, et ensuite toute la partie, on va dire, infrastructure, marketing, etc. Et quatrième problème, du coup, c'est sécurité du wallet. Ça, très peu de personnes en parlent, parce qu'ils n'ont pas du tout cette notion de recherche et développement qu'on a faite. T'inquiète, j'ai mes fonds sur MetaMask, frérot. Ouais, donc il y a ça. Mais il y a cette partie où il y a des attaques quantiques, on en parle de plus en plus. Il y a cette partie cold wallet, mais le truc, il n'est pas totalement open source. Donc, tu as une petite clé qui sécurise, mais tu ne sais pas ce qu'ils font avec. Tu as des petites backdoors. Ouais, tu as des backdoors. Et puis après, un cold wallet, c'est débile. Donc nous, on peut
créer ce qu'on appelle un smart cold wallet qui va être intelligent. On va pas trop en dire de suite, mais voilà, ça annonce pas mal de choses pour la suite. Ça arrive, il y a de la R&D qui a été fait. Oui. Concernant, donc voilà, on a fait un gros point sur la partie application. La partie hardware, on en a pas mal parlé. Restez très connectés parce que on va en parler. On a le prototype qui tourne, donc on va sûrement, d'une certaine façon, montrer pour certaines personnes exclusivement. Et puis cette dernière notion d'infrastructure, qui est un peu la finalité de Frigom, c'est réseau en mesh, RINA. En fait, il y a tellement de choses à dire dessus que c'est dur de mettre un mot simple. Mais globalement, voilà, c'est la finalité de déployer une infrastructure qui permet une multitude de services, redonnant du pouvoir et du bénéfice à ceux qui ont une Frigbox, tout simplement. Voilà, pour récapituler un petit peu, est-ce que tu peux nous faire une petite review des concurrents qu'on a? Alors, ça a été très dur de fouiller là-dedans. Globalement, on a identifié 3 types. C'est faire tourner des blockchains, donc des solo validateurs, plutôt sur le proof of stake, la smart home et le DePIN. Comment on se différencie de ces concurrents? Ouais, alors pour ce qui est du hardware qui fait tourner les blockchains, donc c'est des sortes de mineurs ou de validateurs. Donc tu vas avoir par exemple, je crois que ça s'appelle Dapnode, il me semble. Ouais. Dapnode qui, voilà, en fait, t'achètes ton boîtier à 2000 $ et tu peux faire tourner un nœud Ethereum dessus, quoi. Alors pas avec 32 ETH, mais enfin plus en mode validateur du coup, pardon. Après, donc au niveau des smart home, tu as tout ce qui est Alexa d'Amazon, Google Nest, etc. Donc ça, c'est absolument centralisé. Ouais, tu leur donnes tes datas. Pardon, je donne pas de contexte. Donc d'un côté d'Apnode, donc ça va être plus pour ce qui est hébergement blockchain, ça coûte 2000 $ et ça veut pas dire que tu feras forcément beaucoup d'argent dessus. Donc ça, c'est pour la partie. C'est très technique aussi. Et Tu ouais. reçois un boîtier, faut que tu installes le firmware, faut que tu envoies tes étapes, tu comprends rien. Ouais, c'est c'est clair, c'est pas du tout user-friendly. C'est Linux, quoi. C'est du Linux, c'est clair. Voilà, rien à voir. Donc, eux, c'est vraiment pour hoster des blockchains. Ensuite, pour tout ce qui est maison intelligente, je l'ai juste dit auparavant, Alexa, Google Nest et compagnie qui, en fait, basiquement, je sais pas ce que tu fais, mais par exemple, je sais pas, tu as une discussion avec ta mère, avec ton frère ou peu importe. Eh bien, il y a Alexa peut-être qui t'écoute et qui envoie les données dans un data center aux États-Unis. Donc, c'est vachement intéressant, je pense. Donc, au niveau de l'empowerment, ouais, ça va te permettre d'activer Spotify avec ta voix et d'écouter de la musique que tu veux. Mais au niveau de la décentralisation, c'est pas top à ce niveau-là. C'est vraiment vachement centralisé. Tu sais pas ce qu'ils font avec ta donnée. Et la dernière, c'était quoi Sur le DePIN. Sur le DePIN, bon, il va y avoir IoTeX, Helium. Donc Helium est une entreprise intéressante qui avant faisait, en fait, ils hostaient, enfin comment dire, ils hébergeaient des IoT sur leur réseau. Bon, ça n'a pas trop fonctionné. Et là maintenant, ils hébergent en fait du réseau 5G pour les téléphones. Donc c'est une sorte de 5G décentralisé. Je mets les guillemets parce qu'en fait, ils ont fait un partenariat avec T-Mobile, qui est l'opérateur number one. C'est un peu comme SFR ou Orange en France. Donc, est-ce que tu es vraiment décentralisé qu'en fait, c'est eux qui donnent du réseau? Je sais pas trop. Mais voilà. Et eux, en fait, donc, ouais, tu peux faire un peu d'argent si tu hostes leur hardware. Mais c'est vachement précis parce que je pense qu'ils ont compris les leçons avec leur. Ouais, et depuis combien de temps ils sont là? Ils ont Ouais, ça peut-être fait longtemps, travaillé, ouais. ensuite ils ont levé plusieurs fois. Je dirais plus de 8 ans presque. Ouais, c'est ça. Avant, c'était Web 2. Puis voilà, le CEO, il a vu Web 3, c'est pas mal, ça paye pas mal. Allez, hop, on a un projet d'Epine Web 3. Enfin, Web 3 et après d'Epine, parce que ça n'existait pas le mot à l'époque. En fait, voilà, ils ont lancé leur réseau IoT. Il y a eu du monde, mais il n'y avait pas trop d'activité. Et là, ils ont fait leur truc et ils ont retenu les leçons. Donc maintenant, en fait, il y a des conditions spécifiques si tu veux avoir du rendement là-dessus. Mais après, d'un autre côté, est-ce que toi, ça te change la vie d'avoir un petit boîtier là qui relaie leur 5G? Pas trop, parce qu'en fait, ouais, peut-être que tu as leur plan mobile, ok, que tu payes, du coup. Je crois il a 20 balles par mois, un truc comme ça. Ouais, je crois aux États-Unis, c'est pas trop cher. Tu as plusieurs forfaits. Alors, le premier est gratuit, mais c'est genre, tu as 3 gigas par mois. Qu'est-ce que tu fais, tu vois, de nos jours avec ça? Le deuxième, il doit être à 20 et le troisième à 40. Peut-être ça a changé, hein, je sais pas.
Mais en fait, dans ta vie de tous les jours, bon, en soi, tu n'as pas trop de possibilités de customer, il n'y a pas trop d'impact au niveau de l'innovation. C'est OK si tu es un peu voilà, tech-savvy, tu as envie d'essayer les nouveaux gadgets, quoi. Ouais. Donc tout ça, au final, pour dire que tout ça est fragmenté. Nous, on unifie un petit peu tout ça. Ouais, il y a des avantages et des défauts partout. Et nous, on essaie vraiment de prendre les meilleurs de tous les mondes en donnant du pouvoir aux utilisateurs. Donc, via notre écosystème qui connecte tout à la Apple, comme tu disais au début, et via du rendement lié à notre infrastructure. Et donc, la différence, parce qu'il y en a plein qui pourraient me dire, mais pourquoi est-ce que juste je stack pas sur un truc DeFi, etc. En fait, nous, il y a des synergies qui se créent entre le software et le Ouais. hardware. C'est ça. Et du coup, ouais, pour finir un petit peu sur la vision de ton père, qui le rappelait tout le temps, était libertarien. Ouais. Le but, c'est de redonner le pouvoir aux gens, avec un côté très éducatif où il mettait l'accent dessus, où d'une part, tu n'as pas besoin de t'éduquer, mais si tu as envie de t'éduquer, bah, tu peux le faire. Et si tu as envie d'aller dans la tech, tu peux y aller. Mais pour rendre tout ça tangible, eh bien, on met une petite box chez les gens. Ah, c'est ça, il faut que les gens puissent le toucher, quoi. Ouais. Puissent le toucher, puissent comprendre. Parce que je pense qu'à la fin, on reste des singes. C'est Naval Ravikant qui dit un truc que j'aime beaucoup. Il dit, à la fin de la journée, il faut arrêter de se prendre au sérieux parce qu'on est juste un singe avec un plan. Ouais. Et en tant que singe, on a besoin de toucher les choses. Et tu vois, en fait, il y a un débat qui pourrait avoir où les gens diraient, ouais, mais les applications sur le téléphone n'empêchent que tu as ton téléphone derrière la main et n'empêchent que tu as des logos d'icônes qui font des ancrages physiques, en fait. Ouais. Tu sais que pour appeler sur quelqu'un, tu appelles quelqu'un, tu as le logo du téléphone, tu cliques dessus et ça ouvre ton truc. Tu vois. Donc, nous, on fait ce que personne n'a fait avant, c'est-à-dire qu'on met un ancrage physique chez les gens. Et c'est le même modèle mental qu'Internet, en fin de compte. Très bien. Bah, écoute, merci. C'est un très beau mot de la fin. Je pense qu'on refera un podcast annuellement ou tous les 6 mois. Ouais, à la prochaine, quoi. Ouais. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci les gars d'avoir regardé cette podcast avec mon co-founder Elliot. On vous fera un prochain numéro bientôt, on ne sait pas quand, mais en tout cas, ça arrivera. Donc suivez-nous, restez updatés parce que comme on l'a dit, on a balancé des petites alphas dans ce podcast. Suivez-nous sur Twitter, enfin X, merci à Elon Musk, pour être early tout simplement. Et également, on a un Telegram, Freegum. Voilà, tout simplement. Donc, merci d'avoir regardé et on se dit à la prochaine. Ciao.